Bonjour et bienvenue dans cet entretien exceptionnel. Nous sommes ici à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, dans l'une des zones d'enregistrement d'Air France, où depuis quelques jours, depuis lundi, des passagers européens viennent de nouveau s'enregistrer pour partir aux États-Unis. Ça n'était pas arrivé depuis près de 20 mois. Bonjour Anne Rigaille. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Air France. Vous êtes la directrice générale d'Air France depuis 3 ans, presque 3 ans maintenant. Merci beaucoup de nous accorder Merci à cet vous. entretien. Votre parole est rare. D'abord, première question, j'imagine que vous êtes plutôt heureuse ces jours-ci, en tout cas soulagée. Très heureuse. C'est une nouvelle que nous attendions depuis longtemps, la réouverture des États-Unis. C'est un réseau qui représente quand même 40% du réseau long courrier d'Air France. Donc évidemment, c'est le retour de nos clients. Cet été déjà, nous avions envoyé environ 50% de l'offre sur les États-Unis par rapport à la référence que nous avions en 2019. Et ça a été une très belle opération. L'été a été vraiment performant puisque nous avions eu des clients américains qui ont réussi à remplir finalement les destinations que nous avions ouvertes cet été. Mais évidemment, depuis lundi dernier, tous les Européens peuvent à nouveau voyager vers les États-Unis. À condition d'avoir un certain nombre de vaccins et de faire des tests À PCR. condition d'être vacciné et d'avoir un test PCR, mais on voit qu'il y a une vraie appétence depuis cette annonce pour les réservations. Nous avons vu depuis lundi que nos avions se sont remplis à nouveau de clients français et européens vers des destinations comme New York, Miami, Los Angeles. Beaucoup de familles qui se retrouvent, donc une ambiance évidemment très positive. Alors, Air France, peut-être plus que les autres compagnies, a décidé justement de mettre le paquet sur les États-Unis. Oui, le paquet, puisque c'est un réseau, je le disais, qui représente 40% de notre réseau long courrier. Et parce qu'encore une fois, le pari que nous avons fait de mettre 50% d'offres cet été s'est révélé payant. Et les réservations que nous observons sont très dynamiques. Et nous allons remonter progressivement jusqu'à 90% de l'offre de 2019 à l'horizon de mars prochain. Et il y a une période là qui va arriver, c'est celle des fêtes de fin d'année. Les réservations, ça se passe comment pour ces réservations? On voit un vrai engouement. Alors certes, plus de clients loisirs. Il faut rester prudent sur les clients affaires. Et puis d'autres compagnies concurrentes vont également remonter leur capacité. Mais on voit vraiment une vraie reprise, une vraie dynamique et nous en avons absolument besoin. Alors voilà pour les États-Unis. Il y a un autre continent que le continent américain, c'est le continent africain. Et là, l'image a été très différente pendant toute cette crise, puisque même si ça ne s'est pas arrêté pour les États-Unis, en Afrique, eh bien, le trafic a quasiment continué, pas normalement, mais beaucoup. C'était très différent, beaucoup mieux. Effectivement, l'Afrique a été vraiment la zone du monde la plus résiliente pour nous. C'est un réseau qui nous tient à cœur puisque depuis la création d'Air France en 1933, nous desservons ce continent. Pour le groupe Air France KLM, ce sont quand même 48 destinations que nous desservons en Afrique. Cela représente environ 20% du réseau long courrier, à peu près à parité avec le réseau Asie avant Covid. C'est un réseau que nous avons toujours maintenu en termes de desserte, même au plus fort de la crise. Je pense à des destinations clés comme Abidjan, comme Bamako, comme Cotonou, Dakar, Libreville ou encore Yaoundé. Nous avons toujours maintenu un vrai fil de vie pour transporter des familles, beaucoup de familles également, qui avaient besoin de voyager entre la France et l'Afrique. Pour le cargo également, qui a été très dynamique. Pour les vaccins notamment. Pour les vaccins, effectivement, grâce au cargo, on transporte beaucoup de matériel sanitaire et de vaccins, y compris aujourd'hui. Et nous avons même, et ce n'était pas évident, ouvert des lignes pendant cette crise. Et nous venons d'ouvrir Banjul en Gambie. Et également Zanzibar en Tanzanie. Et puis nous allons reprendre l'ensemble de notre destination. Sur le dernier trimestre de l'année, nous serons déjà à 95% de l'offre de 2019. Donc nous sommes vraiment revenus à pleine capacité avec des réouvertures également de lignes comme Cape Town en Afrique du Sud. Et comment est-ce que vous expliquez le fait que l'Afrique ait mieux résisté que d'autres zones? C'est compliqué à expliquer, mais je crois qu'il y a des liens
extrêmement fort avec l'Afrique. Il y a des liens affinitaires, des familles. Et donc, on a toujours vu dans les deux sens des flux importants, malgré des restrictions sanitaires qui existaient également sur le continent africain. Et nous avons pu continuer à voyager en étant très fortement en contact avec les autorités des différents pays africains, avec l'application des mesures sanitaires, en étant évidemment toujours très vigilants. Mais force est de constater que c'est effectivement une zone qui est restée dynamique. Alors voilà pour les bonnes nouvelles, pour les zones dynamiques. Il y a quand même une inquiétude, c'est l'Europe où les contaminations progressent, où les hospitalisations sont également en hausse en France de nouveau. Est-ce que vous redoutez peut-être de nouvelles restrictions? Est-ce qu'il y a un risque de ce côté-là? Alors la crise nous a appris à rester très humbles, très vigilants. Nous ne sommes ni devins ni médecins. On peut se dire que l'Europe atteint quand même des taux de vaccination importants. Pour autant, on voit effectivement des fluctuations de l'épidémie et donc nous restons toujours très prudents et très agiles dans le programme de vol que nous offrons à nos clients. La santé d'Air France, maintenant, la compagnie a évidemment traversé cette crise et ça a été extrêmement difficile. Pendant un moment, vous perdiez jusqu'à 10 millions d'euros par jour. L'État s'est porté à votre secours en augmentant sa participation, en accordant un prêt garanti d'État jusqu'à 7 milliards d'euros. Est-ce que Air France va pouvoir rembourser cet argent? Alors, nous y travaillons tous les jours. Vous savez que même avant la crise, en 2019, nous avions lancé un plan de transformation important pour rejoindre le niveau de compétitivité de nos pairs européens et que la crise n'a fait qu'accélérer ce plan de transformation important qui repose sur de nombreux leviers. La restructuration de notre réseau domestique, l'efficacité dans tous nos processus, la simplification de nos organisations, donc énormément de chantiers dans toute l'entreprise. Je dirais que cette transformation, elle doit se poursuivre. Clairement, nous voyons que le retour de l'activité nous permet, je dirais, d'améliorer progressivement nos résultats. Mais comme vous l'avez dit, les prêts que nous avons contractés pour traverser la crise sont importants. Les échéances de remboursement vont arriver assez rapidement. Et donc, il nous faut à la fois profiter de toutes les opportunités de redémarrage et poursuivre cette transformation de manière à pouvoir faire face à ces échéances de prêts. Nous avons aussi beaucoup adapté nos ressources pour accompagner ces plans de transformation et nous avons environ 8500 personnes qui quittent l'entreprise. À peu près 80% de ces plans sont déjà réalisés, que ce soit au niveau des personnels au sol ou des personnels navigants. Alors, est-ce que Air France va avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire? Alors, je crois que nous avons surtout à renforcer notre bilan et donc à réaliser les opérations qui nous permettront de renforcer notre bilan. Pour l'instant, notre niveau de trésorerie, je dirais, nous permet de réaliser ces opérations dans un calendrier qui n'est pas urgent et de manière sereine. Mais très clairement, nous aurons besoin de renforcer notre bilan. Est-ce que vous diriez que vous êtes optimiste? Nous sommes heureux de voir l'activité repartir. Nous sommes aussi lucides sur le fait que notre niveau d'endettement nous demandera de poursuivre nos efforts. Nous le faisons dans le respect du dialogue social avec l'ensemble, je dirais, de nos collaborateurs, dans une communication transparente. Mais très clairement, l'enjeu aujourd'hui, et c'est le point positif, c'est de tirer le maximum, je dirais, pour l'entreprise du redémarrage de notre activité, qui rend tout le monde effectivement un peu plus optimiste que quand nous étions il y a 6 mois dans la seconde, la troisième vague, effectivement. Alors, une des choses qu'on a appris aussi avec cette crise du Covid-19, c'est une prise de conscience sur d'autres sujets comme le réchauffement climatique. Le transport aérien est souvent pointé du doigt, peut-être plus maintenant encore depuis la crise, comme ayant une grosse responsabilité dans ce réchauffement climatique. La COP26 se tient d'ailleurs ces jours-ci à Glasgow. Comment est-ce que Air France compte être au rendez-vous de ce défi-là? Alors, comme vous l'aviez dit, nous sommes très conscients de notre impact environnemental et nous n'avons pas entendu la crise Covid. Mais clairement, la crise Covid a généré une bascule dans la tête de nos clients, de nos parties prenantes, de nos salariés et nous accélérons clairement cette trajectoire environnementale. Nous activons tous les leviers qui sont aujourd'hui à notre disposition. Donc ces leviers, c'est d'abord le renouvellement de notre flotte. C'est disposer d'avions qui consomment 20 à 25% de fuel, donc qui émettent 20 à 25% de CO2 en moins.
Ça, c'est absolument fondamental et c'est possible dès maintenant. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous venons de recevoir nos premiers Airbus 220 nous allons en recevoir 60. Nous continuons à recevoir nos Airbus 350 on va en recevoir 38. Et cela va générer un renouvellement de notre flotte de moitié pour être remplacé par des avions de nouvelle génération. Plus tous nos collaborateurs, nos pilotes qui pratiquent l'écopilotage, des trajectoires plus directes, économiser chaque goutte de carburant est important. On travaille aussi sur nos opérations au sol qui doivent être neutres en carbone très vite. On travaille sur le recyclage des déchets, sur la suppression des plastiques. Donc c'est vraiment l'ensemble, je dirais, de la dynamique. J'ai parlé du renouvellement de la flotte parce que c'est le levier qui est disponible aujourd'hui. L'autre levier qui va devenir le premier levier de décarbonation de l'aérien, ce sont le remplacement des carburants conventionnels par des carburants non fossiles qui, sur leur cycle de vie, permettent d'économiser 80% des émissions de CO2. Donc ça, c'est absolument crucial. À l'horizon 2030, nous incorporerons 5% minimum de carburants non fossiles. Ça va aller très vite ensuite puisque à 2050, nous estimons qu'il nous faudra 63% de nos carburants qui sont des carburants d'origine non fossile. Et donc, il faut faire croître la filière. Dès l'an prochain, en 2022, dès le 1er janvier, nous aurons 1%. Et puis, il faudra que les quantités soient disponibles plus facilement et que les prix soient, je dirais, un peu plus accessibles puisqu'aujourd'hui, il y a peu de carburants non fossiles et ils coûtent entre 4 et 8 fois plus cher que du carburant conventionnel. Bah, écoutez, merci beaucoup. On n'a pas le temps d'aller plus loin, mais ce sont des sujets passionnants. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, d'être notre invité pour cet entretien. On a hâte de voyager à nouveau avec vous. L'occasion aussi pour vous de vous dire que vous pouvez retrouver nos programmes de France 24 dans certains aéroports, notamment ici à Paris, et puis surtout à bord des avions Air France où vous pouvez retrouver un certain nombre de nos programmes. En attendant, l'info continue sur France 24.